protéger. Ce verbe-là, aujourd'hui, me donne envie de prendre un petit moment pour reconnaître toute la chance qu'on a de vivre au Québec, dans un pays où les attaques desquelles on doit se défendre ne sont pas d'ordre militaire. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien ni personne à protéger. Oh non! Protéger, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Se mettre à l'abri des intempéries, se porter à la défense des gens plus vulnérables et marginalisés, traiter avec respect la planète Terre et ses écosystèmes, prendre soin de notre famille et de nos proches, occuper le territoire et notre espace de vie de manière saine. Finalement, protéger, ça concerne pas juste les soldats et leur armure, les compagnies d'assurance, les logiciels antivirus, ni les petits masques bleus qu'on se met dans le visage pour freiner la contagion d'un certain virus. Protéger, c'est une affaire du quotidien. C'est une affaire de cœur puis de compassion. Aujourd'hui, je vous propose d'abaisser votre barrière de protection et de venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je dis toujours à ceux-là que je montre quelque chose, fais ton possible, fais ce que tu peux, ça sera toi. Moi, c'est ça que je pense. Je pense que si tu veux faire de quoi de bien, faut pas que tu penses de dépasser l'autre. Fais ton possible, tu veux faire bien, c'est sûr, mais tu peux pas c'est un stress, ça, qu'on ne doit pas garder. Je m'en aperçois. Parce que si tu veux dépasser l'autre, non. Tu peux pas. Fais ton possible, ça sera toi. Je m'appelle Rosanette Tardy-Cahouette. Je suis la troisième de 12 enfants. Je me suis mariée, j'avais 23 ans. J'ai eu 8 enfants, 18 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Je suis née en 1935 et puis quand on est arrivé à Saint-Aurélie, j'avais 12 ou 13 ans. Ma mère était encore avec moi, mais quand elle est décédée, là, j'avais pas encore mes 17 ans. Ça fait que c'est sûr que c'était dur pour un enfant de 17 ans de s'occuper de la maison. J'ai été 6 ans comme ça, mais c'est pas une affaire qui m'a été une grosse charge parce que j'essayais d'être pour eux autres ce qui leur manquait. Et ma mère, avant de partir, elle m'avait montré à filer, à tricoter, à broder et puis à monter des métiers. Puis après ça, j'ai continué quand que je pouvais. Et puis dans ce temps-là, on n'était pas riches personne. Hein. Nos parents prenaient des vêtements d'adultes pour en faire des vêtements de petits. Ça fait que je faisais ça moi aussi. Je décousais des paletots que les gens me donnaient. Puis j'ai commencé à coudre puis à faire des patrons comme ça. Tout le vécu que j'étais jeune me semblait être élevé pour protéger. Mais ça n'empêche pas, par exemple, qu'à tous les soirs, là, quand je me couchais, je me défoulais. Mais c'est un peu bizarre. Des fois, dans la vie, on dit... des fois, on dit « Comment ça que j'ai tout passé à ça? » Mais je pense qu'on a de l'aide au-delà, là, je ne sais pas. Mais j'ai jamais regretté rien. Je regrettais ma mère, mais il fallait que je sois plus forte. Parce que mon petit frère, il avait 2 ans et demi. Puis quand j'ai rencontré mon mari, j'ai sorti 4 ans avec lui, presque 5 ans. Il fallait pas que je sorte. Ça fait qu'il venait me voir chez nous. Je suis rentrée fermière en 1981. Mais quand j'ai perdu mon mari,
c'est ça qui m'a aidée à passer cette étape-là. Là. J'ai eu un appel qu'il y avait une soirée de bénévoles, là, puis que je recevrais la médaille de la reine à cause d'implications que j'ai eues, tout ça. J'ai eu plein de certificats de reconnaissance, tout ça, des enfants à l'école, des fermières, de la caisse populaire. Quand tu t'impliques dans ces choses-là, peut-être qu'ils voient notre caractère ou ils nous voient comment on prend les choses. C'est comme ça que c'est venu. Ça fait que je l'ai accepté, la médaille, avec plaisir, mais j'ai été surpris quand même. J'aime bien faire mes affaires, aussi bien que je peux. Puis j'implique à mes enfants, faites ce que vous aimez, mais faites-les de bon cœur. Ou faites-les pas. Faites-les pas. Puis si quelqu'un vous fait mal, bien, laissez-les faire. C'est vous autres qui êtes gagnantes. Mon mari, il avait tout le temps ça qui dit. Si quelqu'un vous fait de quoi, là, offre-lui du bien, vous allez voir si c'était bête. Il pensait de vous faire choquer, mais il ne fait pas choquer. Mais moi, c'est d'essayer de les gâter autant que je peux, aussi longtemps que je peux, puis de les aimer. Protéger, ça représente beaucoup de choses parce qu'on l'utilise à tous les jours. Dans le cadre de mon métier, bon, ben, ça voulait peut-être dire protéger un secteur, protéger des individus, protéger des collègues de travail pour éviter qu'il y ait des problèmes, des bobos. Fait que protéger, on peut l'utiliser là, à tous les jours. Mon nom, c'est Alain Maheu. Je viens de Saint-Prosper, en Beauce. J'ai été militaire pendant 25 ans. Et puis maintenant, depuis 2021, novembre 2021, ben, je suis maire de la municipalité de Saint-Prosper de Beauce. J'ai été déployé 4 fois. La première fois, en 90, j'ai été déployé sur l'île de Chypre. Puis ma première mission comme militaire, je vais être honnête, c'était plus un peu comme un travail de policier. L'ex-Yougoslavie 2 fois. La première fois en 95-96. Puis par la suite, 99-2000, on y est retourné. On a vu l'évolution. C'était agréable pour ça parce qu'on a vu l'évolution de la première à aller à ma deuxième. Puis on voyait que le travail qu'on nous demandait de faire rapportait. C'est agréable pour ça, parce que des fois, tu vas en mission, tu y retournes plus tard, puis tu t'aperçois qu'il n'y a pas grande évolution, tu te dis, tu sais, je lui ai donné mon temps, j'ai mis ma vie en danger pour pas grand changement. C'est un peu frustrant, mais comme militaire, je suis là pour exécuter ce qu'on me demande, fait que j'exécute. Là. Toujours sur le qui-vive. C'est sûr que si on compare Chypre, les plaques de porcelaine, les plaques de protection, les vestes anti-fragmentation, on avait. Mais est-ce que je les ai mis? Je les ai jamais mis. En Bosnie, on les a mis. Puis la dernière mission en Afghanistan, en tout temps. Tu sais, la déchirure de dire on s'en va, parce qu'on ne sait pas là, où on s'en va. Là. Avant d'embarquer dans l'avion, j'ai broyé comme un veau pendant un bon 30 minutes. Parce que là, j'avais des responsabilités, là. Tu sais, j'étais rendu adjudant de troupe. J'ai du personnel avec moi, puis le kit. Puis si ça va mal, il y a des gens qui vont venir voir Alain, puis ils vont demander conseil. Fait qu'il fallait que je sois droit, imposant comme un chêne, mais je vivais des émotions. C'est normal aussi, là. T'es dessus qui vivent 24 heures sur 24. T'étais sous l'adrénaline, puis tout, là. C'est dur d'être sur l'adrénaline, là. Je vais tout le temps me rappeler, il y a un de mes collègues qui m'a demandé, il dit, quand est-ce qu'Alain, on va être bon pour baisser notre garde, puis baisser notre vigilance? J'ai dit, quand on va atterrir à Québec? Bon, regardez des grands gens venant dire, pas avant ça, non. Il dit, il faut être sûr qu'ils vivent toujours. La chose que je ne me séparerai jamais, c'est la boîte qui a été faite par des gens de mon unité, qui, à l'intérieur, il y a un drapeau canadien. Ça m'a été remis lorsque j'ai pris ma retraite. Sauf que ce drapeau canadien-là, c'est pas n'importe quel drapeau canadien.
C'est le drapeau canadien qui a flotté la journée où j'ai pris ma retraite au quartier général du recrutement des forces canadiennes à Borden, en Ontario. Puis les gens qui étaient là, ils savaient l'importance, le décorum qui allait avec ça. Ils l'ont pas pogné, ils l'ont tiré, ils l'ont plié d'une certaine façon pour que Alain, il a fait ça pour nous autres, on va lui faire la petite cérémonie qui se doit d'aller avec. Je suis fier de la carrière que j'ai eue, mais je suis fier aussi parce que des fois, il y a des coupes militaires que ça ne touche pas. Je le dis souvent, puis le monde va dire, je le dis encore, c'est important de le dire. Parce que derrière tout grand militaire, il y a une dame ou il y a un homme en arrière de ça. Tu sais, j'ai eu une grande carrière, puis si je me démarque un peu, c'est à cause de la relation que j'ai eue avec Sylvie, c'est à cause de la relation que j'ai eue avec ma famille, c'est à cause de la relation qu'on a eue avec la famille agrandie. Les enfants le savent, je suis fier le parcours qu'eux autres ont accompli là-dedans, parce qu'ils l'ont vécu eux autres aussi. C'est sûr, ils étaient jeunes, mais ils l'ont vécu. Tu sais, je l'ai déjà dit, il y a une partie de leur jeunesse que j'étais pas là. Je suis fier de où ils sont rendus, puis tout. Tu sais, quand ils te voient, c'est sûr que mon gars, il m'agace des fois, il dit telle affaire. Mais je suis sûr qu'en lui-même, il est fier de son père. Si je vous dis le mot « protéger », qu'est-ce que ça vous évoque? Que j'ai besoin de protection ou que je veux donner de la protection à d'autres. Là. Surtout, ils nous ont tellement dit, les aînés, qu'on était rendus vieux. Ouais. Que ce que je pense pas, là, mais faut croire qu'on a besoin de sécurité. Protéger l'environnement, se protéger de nous autres-mêmes pour commencer, penser à notre sécurité, s'occuper de nos jeunes personnes âgées, là, c'est de donner les soins nécessaires qu'on a besoin. Pas juste passer à la télévision puis péter de la broue. Protéger, c'est que chacun soit à son affaire, puis qu'il soit bienveillant envers l'autre, puis qu'il respecte les règlements aussi. Là. Aussi, là, c'est une forme de protection. Là. Je pense qu'on protège ce qu'on aime, on protège aussi ce qu'on connaît. Oui. Comment on fait ça pour protéger concrètement? On n'abuse pas, premièrement, et puis on dirait qu'on rentre comme en communication avec les gens et les choses. Oui, tout ce qui vit, on protège. Je pense que la plus grande qualité qu'on doit avoir en tant que photographe de nature, puis ça doit être pertinent pour tout le monde qui fait le même métier que moi, c'est qu'on n'a pas le choix d'être patient. Tu peux pas espérer aller dehors puis avoir des photos en 12 minutes sans avoir fait aucun travail de recherche ou d'expérimentation ou autre. Je veux dire, ça prend de la patience. Puis la deuxième chose, ce serait probablement de la persévérance aussi. Puis trouver nos sources de motivation. T'sais, si moi, personnellement, les vagues, à un certain point, ça me motive moins, ben je vais réorienter mes sujets pour autre chose qui est en nature, pour toujours me garder là, motivé à prendre des photos puis être dehors. Je m'appelle Jean-Christophe Lemay, je suis photographe de nature sauvage puis animalier depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai grandi dans un village franco-ontarien qui s'appelle L'Orignal. Fait que c'est à la frontière avec le Québec, en fait. On pouvait marcher au Québec, là, c'est juste à côté, sur le bord de la rivière des Outaouais. Puis je pense que c'est vraiment là que ça a débuté, là, les longues marches avec mon père, justement, où il me pointait tout ce qu'il y avait de vivant sur le sable, dans l'eau, les vagues, entre autres, aussi. Fait que ça a vraiment débuté comme ça, là, d'aller à l'océan, d'être dehors tout le temps. Puis de fil en aiguille, là, plus les années avançaient, plus j'aimais. Puis je tripais à aller, justement, voir la mer, l'eau salée. Puis en 2010, j'ai fait mon bac en biologie marine ici à Rimouski. Puis c'est là que vraiment le déclic avec tout ce qui était animaux, faune, puis milieu sous-marin s'est fait. C'est pendant 3 ans, j'ai étudié tout ce qui était vivant puis qui nous entourait ici là, à Rimouski. Puis c'est là que la photo animalière a vraiment débuté. Là. Tout le monde a une petite passion pour la nature, selon moi. Là. Même si on n'y va pas quotidiennement ou si ça nous parle pas comme directement, comme en étant photographe animalier ou autre, je pense que tout le monde aime ça. Puis ça parle à tout le monde. On a une certaine émotion aussi quand on voit, je pense, des animaux comme des renards qui sont très charismatiques, des lynx qu'on voit très rarement, mais qu'on est capable d'admirer en photo ou en vidéo. Puis d'autres fois, c'est juste beau, puis les gens aiment le beau de façon générale. Ça fait du bien d'en voir un peu au quotidien. Fait que je pense que pour toutes ces raisons-là, ça parle aux gens de voir des photos de nature. Je pense qu'à ma façon, oui, j'effectue une certaine forme de protection de la nature parce que l'image parle beaucoup, selon moi, autant photo que vidéo.
C'est extrêmement cliché à dire, mais une image vaut réellement 1000 mots. Puis quand on est capable d'en ajouter en plus, puis de mettre du texte via les plateformes de médias sociaux où il y a plusieurs personnes qui nous suivent, bien, ça permet de passer un certain message. Fait que si par exemple je vois un comportement qui est à éviter au niveau de la protection, comme nourrir des animaux sauvages ou autre, bien, je suis capable de partager avec les gens puis expliquer pour quelles raisons c'est un comportement qui est à éviter. Puis après, bien, ça peut paraître banal, mais des déchets mis sur la plage, des déchets dans l'eau ou ailleurs, bien, si on constate, on est capable de partager le message aussi avec une photo. Donc, généralement, le message passe mieux que juste avec un texte. Puis, selon moi, c'est vraiment le pouvoir de la photographie. Et donc, pour toutes les scènes que je vois où il y a un certain, justement, message à passer, je pense que j'essaie de le faire le plus possible via les textes et les publications sur les médias sociaux. Puis, même sur le terrain aussi, on rencontre des gens. Dans les parcs nationaux, ailleurs, on dialogue, on explique notre expérience terrain avec des conférences dans les écoles, partout. Donc, ça va plus loin que juste la simple photo animalière. On a vraiment un rôle, selon moi, pour toutes les personnes qui baignent en nature, qui font de la photo ou autre, de protéger ce qu'on aime, justement, puis d'essayer de faire en sorte qu'on puisse le faire pendant plusieurs années, puis pour les prochaines décennies, puis nos enfants, puis leurs enfants aussi. Donc, c'est une grosse partie du métier pour moi, c'est vraiment ça, là, c'est de protéger le plus possible. C'est des images qui, pour moi, me parlent plus parce que je sais le travail que ça a nécessité pour en arriver là. Il y a des photos qui prennent 15 minutes, puis il y en a d'autres qui vont prendre des jours, voire des mois, des années même avant de... Il y a tellement de préparation, de recherche, d'expérimentation, puis de travail de terrain avant d'en arriver à des photos que, finalement, quand on réussit à avoir le moment, on est quand même fiers. Puis si la réponse des gens est encore meilleure, ben c'est tant mieux, mais on le fait vraiment pour nous à la base. Les loups, c'en est quand même une bonne. Là. Les loups, l'année passée, c'était vraiment une surprise. Je suis allé sur le territoire de la baie James, je cherchais les lynx principalement. Puis dans la même journée, pour faire une histoire semi-courte parce que ça pourrait être long, dans la même journée, j'ai vu dans le même kilomètre carré un lynx duquel j'ai pu prendre quand même plusieurs bonnes images. Puis pendant que je photographiais le lynx, je voyais des pistes de loups. Puis je me suis dit, c'est sûr que c'est pas un chien parce qu'il n'y avait pas de pistes d'humain. C'était des grosses traces, au moins grosses comme ma main. Puis 1 heure plus tard, là, je voyais le loup justement en lisière. Là, il faisait presque noir, fait que j'ai une photo qui est vraiment médiocre. Là, mais la rencontre a duré 0.5 secondes. Il a eu le temps de me voir puis d'assimiler que j'étais un humain, j'étais là, puis je voulais le prendre en photo. Après ça, il a filé dans le bois. Mais le lendemain matin, je suis retourné parce que je me suis dit, ils sont encore dans le coin. Puis je suis allé faire un affût d'à peu près 3 heures sur le même endroit. Puis 1 heure après le début de l'affût, donc 1 heure à peu près après le lever du soleil aussi, la meute, 4-5 peut-être individus selon moi, ont commencé à hurler à peut-être 100 mètres de moi. Je les ai jamais vus, mais ils ont hurlé pendant une quinzaine de minutes. Puis en revenant au camion, ma vanne était stationnée pas tellement loin, j'ai réalisé qu'ils avaient fait le tour par rapport à mon affût. Ils sont allés marquer leur territoire sur mon auto, fait qu'il y avait de l'urine partout sur mon pneu, partout le long de la porte aussi. Puis ils ont continué leur chemin sans même que je réussisse à avoir aucune photo. Fait qu'ils étaient 100% conscients de ma présence, ils sont jamais venus me voir, ils ont fait leur cri de ralliement, ils sont partis, ils ont marqué leur territoire, puis j'ai pas de photos encore à ce jour, mais juste pour le moment, c'était vraiment hallucinant. Là. J'essaie le plus possible via mon métier de laisser un certain héritage en photo. T'sais, ça aura l'impact que ça aura, mais je pense que de léguer justement tout ce que moi j'ai pu voir au courant de ma vie, parce que je trouve que j'ai un privilège immense de pouvoir faire ce que je fais, puis d'observer tout ce que je vois en nature aussi. Puis si je suis capable de le laisser à d'autres gens quand je vais être décédé dans plusieurs décennies, mais je trouve que c'est un héritage qui est intéressant, tu sais, d'avoir des photos des caribous de la Gaspésie, par exemple, dont on connaît peu ou pas l'avenir. Puis de le faire au gré des marées un peu, pas trop de pression, de profiter de chacun des moments aussi que je peux passer en nature. Des fois, déposer l'appareil photo puis juste regarder, ça m'arrive de le faire aussi. Mais ouais, profiter un peu du privilège que j'ai de faire ce métier-là.